Lorsqu'on interroge la communauté de Dofus sur quelle est la meilleure extension du jeu, c'est souvent le nom de Frighost qui ressort. Mais plusieurs joueurs de l'ancienne génération, d'avant la version 2.0, ne sont pas d'accord. Pour eux, c'est l'île d'Otomaï qui les a particulièrement marqués. Une extension qui a apporté beaucoup de contenu et des modifications très attendues par les joueurs qui ont bouleversé l'avenir du jeu, telles que la possibilité de réinitialiser ses caractéristiques. Par ailleurs, c'est moins connu, mais à la manière de Frighost, tout le contenu n'est pas sorti d'un coup. Il a fallu 3 mages et près d'1 an pour que tout le contenu de l'île soit réellement implanté. L'île d'Otomaï, c'est aussi l'ajout du Kralamour géant, le premier big boss du jeu, qui a posé bien des soucis à Ankama et qui a été au cœur de nombreux abus menant à son nerf. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir l'histoire complète et la chronologie de cette extension mythique qui a marqué les esprits et qui a fortement impacté l'avenir de Dofus. Avant de découvrir tout ça, un mot rapide sur le partenaire du jour. Une plateforme qui, ayant constaté que les entreprises dépensaient des milliards en publicité pour attirer votre attention, a voulu inverser la tendance, en vous proposant d'être rémunéré pour tester directement des produits. Le nom de cette plateforme, c'est FreeCash, disponible sur Android, iOS et navigateur. Elle vous permet de gagner un peu d'argent, principalement en jouant à des jeux. En vous inscrivant avec mon lien, vous aurez d'ailleurs un bonus de 10 € offert sur votre première offre. Comment ça fonctionne? C'est simple. Les éditeurs donnent de l'argent à FreeCash pour faire découvrir et essayer leurs jeux. De l'argent que FreeCash redistribue à ses utilisateurs via sa plateforme, sur laquelle il vous invite à jouer et à accomplir diverses missions. Après vous être inscrit, vous choisissez les jeux de votre choix, réalisez des missions associées et empochez des gains. Moi par exemple, je l'ai fait pour Monopoly Go. C'est un moyen sympa de gagner un peu de sous en jouant à des jeux auxquels vous auriez peut-être joué par vous-même. La longueur et la rémunération d'une mission varient d'une mission à une autre, sachant qu'il peut aussi y avoir des sondages. On est sur des petits montants que vous allez pouvoir accumuler, donc pas de quoi remplacer votre emploi, mais ça fait toujours un peu d'argent de poche pour vous faire plaisir tout en jouant à des jeux. Des missions que vous pouvez accomplir à votre rythme, quand par exemple vous avez un peu de temps à tuer, que ce soit dans les transports, les salles d'attente, etc. Une fois vos missions effectuées, vous pourrez récupérer vos gains dès lors que vous avez atteint le seuil minimum de retrait de 25 € via tout un tas de méthodes disponibles, que ce soit par virement bancaire, PayPal, carte cadeau Amazon, etc. Preuve de sa fiabilité, ce sont plus de 300 000 utilisateurs qui ont donné leur avis sur Trustpilot, avec une moyenne de 4,6 sur 5. Pour vous faire votre propre avis, vous pouvez scanner mon QR code ou utiliser mon lien en description qui vous offre un bonus de 10 € sur votre première offre. Lors de son installation, pensez à lui autoriser l'accès aux applications pour que le suivi des missions fonctionne bien. Merci à FreeCash pour son soutien, sur ce, place à l'histoire de cette mise à jour mythique. Une mage hyper complète. C'est le 29 juin 2007 que les joueurs vont entendre parler de ce nouveau contenu pour la première fois, puisque Liken, ancien game designer, dévoile sur le forum que les équipes travaillent depuis plusieurs mois sur la version 1.20 et sa nouvelle extension majeure, avec une île tropicale destinée aux personnages de niveau 30 à 200, amenant son lot de nouveaux items et donjons dont on reparle dans un instant. La communauté va évidemment être hype par cette annonce, déjà car les précédentes extensions telles que Pandala et la montagne des Kohalak ont été un franc succès. De plus, celle-ci étant annoncée comme accessible à toutes les tranches de niveau, forcément ça va faire plaisir à tous les joueurs, peu importe leur niveau. Mais au-delà du nouveau contenu à proprement parler, ce qui va aussi hype tout le monde, ce sont les nombreuses autres nouveautés annoncées par Liken. Car la mise à jour 1.20 ce n'est pas que l'île d'Otomaï, non, c'est aussi d'autres choses qui étaient très attendues par la commu, qui vont contribuer à faire de cette mage l'une des plus populaires de Dofus. Parmi ces nouveautés, la plus importante, c'est sans conteste la possibilité d'enfin pouvoir réinitialiser ses caractéristiques. Ça faisait presque 3 ans que le jeu était sorti et qu'aucune solution ne le permettait. Jusque-là, les joueurs étaient condamnés à jouer définitivement avec leurs points tels qu'ils les avaient répartis au fil de leur progression. S'ils avaient commis une erreur de débutant par manque de connaissances, typiquement en mettant des points un peu partout, ils devaient vivre avec. Même chose s'ils avaient mis tous leurs points dans une voie élémentaire car les sorts de celle-ci étaient intéressants, mais que ces derniers se faisaient finalement nerf. En fait, la seule possibilité, c'était de recommencer un personnage à zéro, chose qu'ont fait de nombreux joueurs car ils n'avaient pas d'autre choix. Bref, une vraie solution allait enfin être proposée auprès d'Otomaï, sous réserve toutefois d'accomplir plusieurs quêtes et donjons de l'île selon sa tranche de niveau. Otomaï qui, toujours selon les mêmes critères, allait aussi permettre de pouvoir récupérer ses points de sort gratuitement. Avant ça, il existait déjà une solution, mais qui pouvait s'avérer coûteuse, puisqu'il fallait acheter des potions d'oubli de sort auprès des PNJ des temples, puis payer une taxe plus ou moins élevée pour les utiliser. Parmi les autres nouveautés de la mage, l'apparition du très apprécié système d'étoiles, permettant aux groupes de monstres qui ne sont pas affrontés par les joueurs de gagner jusqu'à 10 étoiles au fil du temps, avec 20% de bonus sur l'XP et le drop par étoile, soit jusqu'à 200% de bonus. Une nouveauté qui va grandement aider les joueurs à XP à une époque où c'était encore très difficile de prendre des niveaux, et qui va redonner un intérêt aux zones délaissées. On peut aussi citer l'apparition de tous les sorts niveau 6, car jusque-là la majorité des sorts n'avaient que 5 niveaux. Un 6e niveau qui va offrir plus de souplesse sur l'utilisation des sorts et conférer plus de puissance aux personnages au niveau. Plus surprenant encore, la suppression du saut de tour en cas d'échec critique sur de nombreux sorts.
Comme moi, vous avez peut-être connu la colère de Yop qui avait une chance sur deux d'être lancée, et qui en cas d'échec critique faisait passer le tour. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'avant cette mage, toutes les classes avaient un paquet de sorts qui en cas d'échec faisaient passer ton tour. En témoigne le changelog de la mage. Ça devait être super frustrant, d'autant que la probabilité d'échec critique était généralement de 1 chance sur 50. Avec cette mage, Ankama a voulu drastiquement réduire l'aspect aléatoire des sorts, en passant la probabilité d'échec de la plupart d'entre eux à 1 chance sur 100, et en supprimant quasiment tous les sauts de tour en cas d'échec critique. La mage 1.20, c'est aussi l'apparition du système de maisons de guilde, des items de classe, qui à l'inverse des autres items ne donnent pas les stats, mais qui apportent des changements sur ces sorts de classe, ce qui va apporter une profondeur stratégique, une réduction du coût en Kama pour pouvoir poser des percepteurs, qui avant ça coûtaient très cher, une grosse refonte de la conquête de territoire, et cerise sur le gâteau, l'ajout de recettes pour tous les items qui s'obtenaient exclusivement en drop sur les monstres, permettant aux artisans d'avoir plus de recettes pour XP leur métier et permettant plus largement aux joueurs de pouvoir accéder à tous les items du jeu. Pour en revenir à l'île d'Otomaï en elle-même, que quelques chanceux ont pu tester en avant-première lors de la Japan Expo de 2007, et que je n'ai pas pris le temps de présenter, on est sur ce qui était la plus grande île du jeu, avec niveau contenu un paquet de nouvelles maisons et d'enclos, une quinzaine de nouvelles quêtes, un système de déplacement inédit sur l'île, les Sky Aeroplanes, 5 donjons dont la plupart ont des boss avec des mécaniques particulières qui sortent un peu de l'ordinaire et dont la difficulté est progressive, avec l'obligation d'avoir fait le premier donjon pour pouvoir accéder à celui d'après, qu'il faut ensuite faire pour accéder à celui d'après, etc. Sachant qu'à la fin de chaque donjon, tu obtiens une clé du suivant, ainsi qu'une relique du boss qui va directement dans tes objets de quête et que tu devras donner à Otomaï pour pouvoir récupérer tes points de sort ou réinitialiser tes caractéristiques. Qui dit nouveau donjon dit aussi nouvelle panoplie, avec des items d'à peu près tous les niveaux, y compris de la tranche des hauts niveaux qui en avaient grandement besoin. Car jusque-là, il y avait quasiment rien au-delà du niveau 140-160. Ça va donc apporter un vent de fraîcheur qui va faire énormément de bien aux joueurs haut niveau, qui vont pouvoir optimiser un peu plus leur personnage et avoir plus de choix. Puisque l'île d'Otomaï a vraiment amené un paquet d'items qui se sont imposés dans les inventaires des joueurs et qui sont devenus iconiques. Bref, sur le papier, tous les ingrédients étaient réunis pour que cette mise à jour soit un succès. Pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu, et certains sujets vont ternir son lancement qui était si prometteur. Une sortie compliquée. Si cette mise à jour 1.20 a rapidement eu du succès, son lancement est loin d'avoir été simple et de faire l'unanimité. Déjà, la date de sortie a été repoussée à plusieurs reprises, les équipes ayant pris du retard dans le développement de l'extension. Annoncée initialement pour le 21 août 2007, c'est finalement avec plus d'1 mois de retard que la mage est sortie sur les serveurs officiels. Une fois déployé, tout le monde a évidemment voulu se rendre sur l'île. Pour ça, il faut faire une quête qui demande de rapporter plusieurs ressources, parmi lesquelles le gros boulet. Lorsque la quête est lancée, on peut obtenir ce dernier à un taux de drop de 100% sur les roll mobs. Problème, c'est indiqué nulle part en jeu. Les fansites comme Barbock ont rapidement permis d'avoir l'info, mais les premiers jours, de nombreux joueurs ne parvenaient pas à trouver comment en choper un, poussant ces derniers à les acheter à prix fort en hôtel de vente. Problème, la majorité des gros boulets vendus avaient une provenance douteuse. J'en ai parlé dans l'iceberg de Dofus, mais initialement les boulets étaient droppables uniquement par des joueurs qu'Ankama voulait embêter, puisqu'en interne ils avaient fait une liste de joueurs sur qui le drop était activé. Il s'agissait principalement de joueurs jugés problématiques, qui agressaient en boucle les autres, qui insultaient, etc. Même si au fil du temps c'est surtout devenu une blague, et que le drop a donc aussi été activé sur ceux qui se plaignaient sur les forums, sur des amis des devs, etc. C'est pour ça d'ailleurs que l'objet fait 500 pods, pour embêter ceux qui les droppaient en remplissant leur inventaire. Tout ça fait que certains de ces joueurs, dont principalement des joueurs problématiques, en avaient stocké plusieurs sans rien faire, qu'ils ont pu écouler à prix d'or grâce à cette quête. Bref, ce qui était censé être une punition s'est transformé en une source de Kama. Dans un autre registre, 2-3 choses annoncées n'étaient pas là. On peut mentionner le monstre Pumba, qui avait pourtant été montré dans le Dofus Mag numéro 0 qui teasait le contenu de l'île, et qui aurait même été testable lors de la Japan Expo, qui n'a finalement pas vu le jour car trop similaire au personnage de Disney Pumba et Stitch dont il était inspiré. Mais ce qui avait le plus déçu, c'était la promesse initiale de cette news postée 1 mois avant la sortie de la mage, qui annonçait, je cite, l'arrivée d'un boss qui disposerait d'un vrai Dofus. Problème, aucun des boss des 5 donjons de l'île ne permettait d'en obtenir un, puisque le Dofus en question, l'ocre, est lié au Kralamour géant, qui n'avait pas pu être implanté à temps. Tout comme de nombreux items prévus qui n'étaient pas prêts et qui n'étaient donc pas là au lancement, laissant un arrière-goût amer aux joueurs qui avaient donc peu d'items à se mettre sous la dent. Autre sujet qui avait du mal à passer, le nerf de la maîtrise des armes, que je n'ai pas mentionné mais qui faisait bien partie du changelog. Avant, les maîtrises donnaient des bonus bien plus élevés, et avaient surtout une durée infinie. Il suffisait donc de lancer le sort une fois pour bénéficier de ses effets pendant tout le combat, incitant les joueurs à utiliser presque exclusivement leurs armes pour faire des dégâts,
au détriment des sorts. Avec cette mage, la maîtrise voit ses bonus réduits et dure 4 tours avec un intervalle de relance de 6 tours. Et bien que pour compenser cette réduction des dégâts, Ankama ait réduit les points de vie de la majorité des monstres, les joueurs avaient tout de même l'impression de taper nettement moins fort et d'avoir ainsi des combats plus longs. Pour finir, l'ultime sujet de Discord concerne le tant attendu reset des caractéristiques, qui s'est avéré bien plus difficile à pouvoir faire que prévu pour pas mal de joueurs. En particulier pour les niveaux 141 et plus, qui à l'inverse des autres joueurs étaient obligés de vaincre le 5e boss de l'île, le Kimbo. En 2007, ce dernier était sans conteste le boss le plus meurtrier de Dofus, et pour cause, la mécanique pour pouvoir le taper était de loin la plus complexe du jeu, et surtout la plus meurtrière en cas d'erreur. Car on a tendance à croire que c'est Frighost qui a mené les premiers boss invulnérables, avec des mécaniques pour pouvoir les délock et les taper, mais en réalité c'était déjà présent avant la 2.0. Certes, les boss n'avaient pas d'état invulnérable à proprement parler, mais ils avaient 200% de résistance dans tous les éléments, avec une mécanique pour pouvoir réduire leur résistance et donc les taper. J'ignore si les boss de l'île de Tomaï sont les premiers à avoir eu ce type de mécanique, sachant que d'autres boss comme le Sphinter-Cell y ont eu le droit. Ce qui est sûr, c'est que celle de Kimbo était la plus punitive. Pour la résumer en quelques mots, il faut taper celui-ci une fois soit dans l'élément terre ou eau pour lui donner l'état impair, soit dans l'élément feu ou air pour lui donner l'état pair. En fonction de l'état choisi, il faut se placer soit sur les cases paires, soit sur les cases impaires vis-à-vis du disciple du Kimbo, qui à son tour de jeu va quadriller la map de glyphes selon l'état du Kimbo. Si des joueurs se placent mal et commencent leur tour dans un glyphe, ils se font one-shot, sachant que même si tu gères bien ton placement, un accident est vite arrivé, puisque le Kimbo te pousse lorsqu'il te tape, le bitouf aérien échange de place avec toi de super loin et te pousse lorsqu'il te tape, et le casse-cargo lui peut également échanger de place avec plusieurs persos dans un même tour. D'ailleurs, ce dernier pose aussi des glyphes monocases qui, comme celle du disciple, te one-shot. Pour couronner le tout, pour pouvoir descendre les résistances du Kimbo, il faut qu'il commence son tour dans les glyphes du disciple, et chaque tour, le disciple se déplace d'une case, t'obligeant à adapter systématiquement ton placement. Tout ça pour dire qu'il fallait comprendre la technique, réussir à l'appliquer comme il le faut jusqu'à la mort du Kimbo, et anticiper ses actions et celles des autres monstres pour éviter des accidents mortels provoqués par ces derniers. Le plus safe étant de tous les tuer avant d'essayer de délock le Kimbo. Aujourd'hui, avec les sauvegardes de donjon, si tu meurs, ce n'est pas grave, tu peux enchaîner les tentatives pour assimiler la technique. Mais à l'époque, les sauvegardes n'existaient pas, donc en cas de mort, tu devais revenir avec une clé et recommencer le donjon du début, avec ces 7 salles qui précèdent le Kimbo. Et autant dire que l'optimisation des persos n'étant pas la même en 2007, ces 7 salles, tu mettais du temps pour les faire. Le Kimbo s'est ainsi avéré être un frein au restat pour de nombreux aventuriers, en particulier à sa sortie où aucun fansite n'expliquait la technique, obligeant les joueurs à comprendre par eux-mêmes la mécanique. La frustration était telle que Lyken a raconté que lui et les autres devs se faisaient harceler de questions sur son fonctionnement, et qu'une semaine après sa sortie, personne n'ayant réussi à le vaincre, ils ont fini par donner des indices aux joueurs pour les aider à en venir à bout. Ce qui a permis au premier d'entre eux de s'en sortir et de propager un peu la technique, bien que le Kimbo soit resté pendant plusieurs années un boss qui a posé énormément de soucis. Moi-même, à l'époque où j'ai voulu restat, je me souviens qu'il m'a bloqué un certain temps. Tout ça pour dire que réinitialiser ses caractéristiques était loin d'être simple, et ça a fait gueuler. Une situation qui convenait toutefois à Ankama, qui tenait à ce qu'une solution existe pour permettre aux joueurs de restat, mais qui ne voulait pas non plus que ce soit trop simple, et qu'on puisse le faire à tout va. À défaut de faire des changements sur le Kimbo, une semaine après la mage, Ankama va tout de même annoncer plusieurs changements à venir dans les prochaines semaines, afin de répondre à divers sujets de mécontentement. Parmi eux, l'augmentation de la vitesse d'apparition des étoiles, qui avait été jugée trop lente par la communauté, une seconde réduction du nombre de points de vie sur tous les monstres du jeu à hauteur de -10 à -20%, pour compenser les changements effectués sur la maîtrise et réduire la durée des combats jugés trop longs, l'ajout de maisons et d'enclos supplémentaires, ceux de l'île d'Otomaï ayant été dévalisés, l'augmentation de la durée et la réduction de l'intervalle de relance de certains sorts de boost, la mise en place des devblogs permettant aux développeurs de parler plus en détail de leurs prochaines mises à jour et de leurs intentions, et d'échanger avec la communauté, enfin l'ajout tant attendu d'une centaine de nouveaux items qu'ils n'avaient pas eu le temps d'implanter pour le lancement de la mage, qui vont faire beaucoup de bien aux joueurs qui en avaient cruellement besoin. Des ajustements qui vont apaiser la situation et qui vont permettre d'aider la communauté à appréhender et même à apprécier cette nouvelle île, qu'ils vont pouvoir continuer de découvrir dans de meilleures conditions. Une île qui n'avait pas encore révélé tous ses secrets. L'arrivée d'un boss mythique. Le 18 décembre 2007, soit 3 mois après la sortie de l'île d'Otomaï, sortait la mise à jour 1.21.
Parmi les nouveautés de la mage, le changelog indique que l'antre du Kralamour géant est enfin accessible, permettant d'y affronter un des monstres les plus puissants de l'histoire de Dofus, auquel seuls les aventuriers les mieux organisés pourront accéder. Un monstre que les joueurs auraient dû découvrir à l'occasion de cette nouvelle mage, mais qui en réalité avait déjà fuité et fait pas mal de bruit 2 mois plus tôt. Car en effet, le Kralamour géant et son antre étaient déjà implantés dès la sortie de l'île de Tomaï, mais la porte qui permet d'y accéder était fermée et était censée ne pas pouvoir être ouverte, les devs n'ayant pas terminé à temps le développement de ce gros boss. Pourtant, certains joueurs ont trouvé une erreur de critère permettant de déclencher l'ouverture de la porte, et donc d'accéder à l'antre, qui est découpé en 3 salles, dont la dernière abrite l'immense Kralamour géant. Les aventuriers ayant réussi à l'atteindre vont prendre des screens qu'ils vont partager sur les forums, qui vont être relayés en masse. Ils vont même tenter de l'affronter, mais en vain. Et pour cause, Lyken indiquera sur le forum Jol qu'il n'était pas fonctionnel, et qu'il n'était pas possible de l'affronter correctement. Il précise même être intervenu à 1h30 du matin, au moment où il s'est rendu compte du problème, afin de corriger le bug sur tous les serveurs et d'expulser tous les curieux qui s'y étaient engouffrés, pour qu'ils ne se retrouvent pas bloqués et pour éviter que cela génère des problèmes encore plus importants. Ainsi, lorsque l'antre a officiellement ouvert ses portes en décembre, l'effet de surprise n'était pas totalement au rendez-vous. Mais la hype, elle, était bien là, car très peu d'aventuriers avaient pu y accéder. Et puis si on reprend la vieille news parue quelques mois plus tôt, il était question d'un boss qui disposerait d'un vrai Dofus. Donc quoi de plus logique que ce soit cette créature si colossale qui soit la gardienne de l'œuf de dragon. Nombreux sont donc ceux qui vont tenter de se lancer à l'assaut de l'antre. Encore fallait-il réussir à l'ouvrir, puisque pour y parvenir, il était nécessaire de réunir 48 aventuriers, parmi lesquels 2 de chaque classe et de chaque sexe, qui devaient se placer sur les dalles des 4 salles dédiées à l'ouverture dispatchées sur l'île, chaque dalle ayant sa condition de classe et de sexe pour pouvoir s'y placer. Autrement dit, toute une organisation, d'autant plus en 2007, où les fansites sont peu développés et les joueurs loin d'être petits et habitués à ce type d'organisation, sans compter ceux qui préfèrent camper devant la porte plutôt que d'aider, ce qui poussera carrément Ankama à retirer les étoiles du boss, pour ne pas encourager les joueurs à rush les étoiles. Bref, une difficulté d'accès inédite, à l'image de la difficulté du boss. Pour outrepasser cette difficulté et ne pas dépendre des autres, certains vont se créer des personnages sur leur compte dédiés exclusivement à cette ouverture. C'est le cas de Cruor et de sa guilde l'Alpha Légion, dont j'ai raconté l'histoire dans ma dernière vidéo, qui réussiront ainsi à ouvrir l'antre en un temps record, ce qui contribuera à faire d'eux les premiers joueurs à avoir terrassé le gros poulpe, et ce en seulement 2 tentatives. Pour ça, ils ont utilisé la technique imaginée par Ankama, à savoir invoquer les 4 tentacules dans un ordre bien précis en tapant le Krala dans différents éléments, et faire en sorte que ces dernières tapent un allié dans le même tour de jeu pour pouvoir enlever ses résistances. Dans la foulée de leur victoire, de nombreux autres aventuriers réussiront à en venir à bout, mais pas toujours de la manière qu'avait prévu Ankama, car malgré ces 3 mois de report, le boss avait encore quelques faiblesses que les devs n'avaient pas anticipées. Parmi elles, une esquive PA trop basse, permettant au joueur de lui enlever ses points d'action trop facilement et ainsi de l'empêcher de jouer. Ankama réagira très vite en augmentant ses esquives PA et même ses résistances peu après. Autre faiblesse du boss, la possibilité pour lui d'être déplacé par les sacrieurs via une coopération. Malgré ses résistances rehaussées, il était également possible de le taper en lui infligeant des dégâts de poussée. Certes, chaque coup ne lui enlevait que quelques points de vie, mais certains n'hésitaient pas à passer des heures à faire que ça, afin d'en venir à bout facilement. Ce qui a permis notamment à des pandas de soloter le combat à coups d'épouvante. Pour contrer tout ça, Ankama lui a ajouté un sort qu'il lance en début de combat, qui le met dans l'état pesanteur, stabilisé et enraciné, l'empêchant d'essuyer tout déplacement ou dégâts de poussée. Plus tard encore, les joueurs découvriront que le sort poison paralysant du Sadida lui infligeait des dégâts malgré ses résistances, permettant à des Sadis même bas niveau de le soloter. Pour contrer ça, Ankama ajoutera une portée illimitée au sort de dégâts du Krala, pour éviter que les joueurs puissent se tenir à l'abri hors de portée de ses attaques, même si les teams de plusieurs Sadida pouvaient encore y arriver sans problème. Bref, la créature annoncée comme la plus terrible du jeu a tout de même subi quelques humiliations, et ce n'était pas fini, puisqu'il y a eu une autre modification qui a eu un impact inattendu sur le Kralamour. La plus grande source d'XP. Lorsqu'Ankama a augmenté les esquives et les résistances du Krala peu après son ajout en jeu, ils ont également augmenté l'XP apporté par ce dernier. Pour ça, ils ont notamment passé son niveau du 950 et quelques au niveau 1600. Une décision logique pour les devs qui estimaient qu'il était normal qu'un boss si difficile d'accès et si difficile à affronter récompense les joueurs d'un bon gain d'expérience. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est qu'une fois que les joueurs avaient appréhendé son fonctionnement, ils allaient pouvoir en venir à bout assez rapidement et facilement. À un point tel que certaines teams arrivaient à vaincre 2-3 fois le Kralamour par ouverture, voire même 4-5 pour les plus expérimentés. Car les portes de l'antre avaient beau ne s'ouvrir que pour une quarantaine de minutes, il était possible d'enchaîner le donjon plusieurs fois, celui-ci n'ayant que 3 salles. C'est à ce moment-là que certaines teams vont s'apercevoir que l'XP était vraiment généreuse et rentable, bien plus que n'importe quel autre donjon dans lesquels il y a un paquet de salles, bien plus aussi que n'importe quelle autre zone où les combats sont longs et moins généreux en XP.
En fait, lorsque le Krala est maîtrisé, c'est de très loin la source d'XP la plus rapide et rentable. Enfin, elle le serait si le boss était accessible en continu. Là, le problème, c'est qu'il faut réunir 48 joueurs avec les bonnes classes et les bons sexes. C'est une organisation qui peut prendre des heures, et ce pour seulement une quarantaine de minutes de farm. Il y a bien quelques guildes comme celle de Cruor dont les membres avaient créé des mules sur leur compte pour faciliter l'ouverture, mais c'était encore loin d'être petit, puisqu'il fallait s'organiser pour que tout le monde soit présent au même moment, pour que les mules soient bien réparties, faire les décos recos au bon moment, etc. C'était galère. Certains joueurs ayant senti le potentiel de cette source d'XP vont donc aller plus loin. Pour ça, ils vont eux-mêmes, ou avec l'aide d'un ou deux amis, se créer 48 comptes dédiés exclusivement à l'ouverture de l'antre. Des comptes sur lesquels ils vont créer ce qu'on surnommait des mules Krala, qu'ils vont emmener jusqu'au Dal, leur permettant d'ouvrir l'antre en illimité à leur guise, et donc de farm le Kralamour en boucle. Une technique réservée qu'à une poignée de joueurs, puisque non seulement abonner autant de comptes ça avait un coût, et il fallait aussi un bon PC pour pouvoir connecter autant de persos. La technique a sûrement commencé à apparaître un peu avant le passage à la version 2.0, mais elle s'est surtout démocratisée les 2-3 années qui ont suivi. Ceux qui l'utilisaient pouvaient avoir plusieurs approches. Certains ouvraient l'antre que tôt le soir ou le matin, voire même pendant la nuit, pour faire ça discrètement à l'abri des regards et pour limiter le nombre de joueurs qui pouvaient en profiter, et d'autres s'en fichaient et l'ouvraient quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en demandant parfois aux joueurs du serveur une contribution financière pour aider à abonner les mules. Une technique qui a permis d'XP des personnages et des guildes comme jamais auparavant, en un temps record, et qui n'a cessé de se développer et de faire parler d'elle. Je l'ai moi-même expérimenté en créant 48 mules pour en profiter sur un week-end de double XP avant son nerf, et si on ne prend pas en compte les idoles, je n'avais jamais XP aussi bien de toute ma vie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, puisqu'en décembre 2013, Ankama a mis fin à la fête, en réduisant le niveau du Krala et l'XP procuré par ce dernier, mettant un terme à la technique du farm Kralamour. Du moins sur Dofus 2, car on ne peut pas en dire autant de Dofus Rétro. Pour rappel, malgré le passage à la 2.0, deux serveurs ont perduré sous la version 1.29, mais initialement réservés à la communauté hispanique, ce qui n'empêchait pas des francophones d'y accéder via un VPN, jusqu'en 2016 où Ankama a ouvert les portes à toutes les communautés. À cette occasion, une grosse communauté francophone s'y est alors installée, et a découvert que la technique du farm Krala était encore présente, et utilisée à outrance. L'antre était constamment ouvert et de nombreux joueurs proposaient leur service d'XP contre rémunération, avec à la clé la possibilité d'up 1 à 199 ou 200 en un temps record, là où sans le Krala, il fallait des mois pour atteindre ces niveaux sur cette version. Ankama a malgré tout laissé la situation telle quelle jusqu'en 2019, date à laquelle ils ont officiellement décidé de reprendre le jeu en main, en lançant Dofus Rétro avec pour l'occasion de nouveaux serveurs. Pour que ces derniers soient en quelque sorte clean et éviter que les joueurs y up trop rapidement, ils ont pris une décision radicale, diviser l'XP du Krala par 10, ce qui a mis un terme pour de bon au farm XP sur cette version. Notez qu'en 2021, ils ont tout de même restauré la valeur d'XP initiale pour redonner du prestige au boss, avec toutefois l'ajout de nombreuses restrictions pour que ça ne redevienne pas n'importe quoi. Ainsi, le poison paralysant ne fait plus de dégâts sur le Krala, il est nécessaire d'avoir réussi les 5 autres donjons de l'île pour y accéder, les bonus de prisme n'y fonctionnent plus, et après avoir été ouvert, l'antre ne peut pas être réouvert pendant 1 heure, bien que pour compenser, il ouvre 1 heure contre 45 minutes auparavant. À cette occasion, un système de message automatique est ajouté pour indiquer à tous les joueurs lorsqu'une ouverture est en cours, lorsqu'il ne manque que quelques joueurs et lorsqu'il est enfin ouvert. Du côté de Dofus 2, les gains d'XP n'ont jamais été améliorés depuis, mais plusieurs choses ont aussi été faites pour faciliter les ouvertures. Avec les 48 dalles sur lesquelles on peut désormais monter peu importe sa classe et son sexe, ou encore l'apparition d'un PNJ dans chacune des 4 salles, qui indique l'état d'avancement des autres salles et qui permet de se téléporter devant l'antre lorsque celui-ci est ouvert, simplifiant grandement les ouvertures. Malgré ces années qui ont passé et ces milliers de Kralamour tués, une chose est sûre, personne n'a jamais drop de Dofus sur ce dernier. Pourtant, si on reprend cette news, il était question qu'un boss de l'île dispose d'un vrai Dofus. Revenons-en donc en décembre 2007, date à laquelle le Kralamour est implanté. C'est sur celui-ci que les aventuriers pensaient l'obtenir, sauf qu'au fil des mois, toujours aucun témoignage d'un aventurier qui serait parvenu à le dropper. L'antre étant à présent disponible, les joueurs pensaient que l'île d'Otomai avait livré tous ses secrets, et que le Dofus pouvait donc bien s'obtenir quelque part. Mais en réalité, Ankama réservait encore une dernière surprise pour cette extension, qui arrivera 6 mois plus tard. La quête du Dofus Ocre. Le 17 juin 2008, la mage 1.24 est déployée. Dans le changelog de celle-ci, il est indiqué qu'une nouvelle quête mystérieuse qui fera voyager et visiter tout l'univers de Dofus est proposée par Otomai et son assistante.
Cette quête, c'est l'éternelle moisson, découpée en 35 étapes qui vous demandent de capturer les âmes de 630 créatures, parmi lesquelles dans un premier temps la plupart des monstres et boss du jeu, auxquels on ajoute dans un second temps les 286 archimonstres qui sont également implantés à l'occasion de cette mage. Des monstres semblables à ceux déjà existants, mais plus forts et avec un nom différent, et surtout un long temps de réapparition d'une dizaine d'heures. Enfin, l'ultime étape demande elle de ramener une âme du Kralamour géant, qui à l'inverse des autres ne peut pas être échangée. Tu es donc obligé de le capturer toi-même, là où tu peux acheter les autres. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à cette époque, c'est sans conteste la quête la plus longue et difficile du jeu, avec à la clé une récompense à la hauteur de l'effort demandé, le Dofus Ocre et son bonus d'un point d'action, prisé par n'importe quel aventurier et indispensable pour optimiser son perso. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur son fonctionnement, car j'ai déjà eu l'occasion d'en parler plus en détail dans ces 2 vidéos consacrées à des joueurs qui ont marqué l'histoire de Dofus, notamment grâce à leur exploit sur cette quête. D'abord Grenouille et Monsieur Chance, qui sont les premiers et les seuls à l'avoir terminé sur la bêta, permettant de corriger de nombreux bugs avant sa sortie, et Cruor, qui avec sa guilde de l'Alpha Légion sont les premiers à en être venus à bout sur les serveurs officiels, et ce en seulement 12 jours. Une anomalie en comparaison au reste de la communauté qui mettra des semaines, voire des mois ou des années pour en venir à bout. C'était particulièrement long les années qui ont suivi sa sortie, car les donjons étaient bien plus longs à faire, les persos moins optis, les pierres d'âme de boss et d'archis moins nombreux en HDV, etc. À tel point que pendant 10 ans voire plus, l'Ocre est resté le deuxième Dofus le plus cher derrière le Vulbis. Comme le Krala, la quête a eu droit à ces quelques couacs. Déjà à sa sortie, l'âme du Krala était buggée et ressemblait à ça, mais ça à la rigueur c'est pas bien grave. Il y a eu une faille qui permettait de dupliquer les pierres d'âme données par la quête, et quelques bugs persistaient sur la réapparition de certains archis, dont le respawn pouvait être bloqué ou se faire sur une map inaccessible par les joueurs. Des bugs qu'Ankama corrigera rapidement, mais auxquels ils seront à nouveau confrontés lors du passage à la version 2.0, puisqu'il y a eu tellement de changements sur les maps que des archis se sont à nouveau retrouvés coincés sur certaines d'entre elles. Au-delà des bugs, certains archis étaient très durs à trouver, notamment parfois à cause de joueurs qui essayaient d'avoir le monopole sur certains d'entre eux, pour les vendre bien plus cher, donnant carrément naissance à certaines mafias de joueurs organisés, n'hésitant pas à faire de l'anti-jeu pour s'assurer ce monopole. Ça a par exemple été le cas sur l'île de Grob, où des joueurs bloquaient l'accès de l'île en agressant ceux qui tentaient de s'y aventurer, pour pouvoir être les seuls à capturer des archives fantomatiques. Sur Retro, Ankama a carrément dû désactiver les agros entre joueurs sur l'île en 2024 pour freiner le phénomène. Une version du jeu sur laquelle l'œuf jaune vaut encore très cher, à l'inverse de Dofus 3 où son prix n'a fait que diminuer au fil des années, le rendant bien plus accessible que dans le passé. Et pour cause, ces dernières années, Ankama a mis en place toute une série de mesures pour rendre la quête plus accessible. Suppression de toutes les étapes de monstres classiques, passant la quête de 35 à 19 étapes, réduction du temps d'apparition des archimonstres, possibilité pour chaque joueur présent dans le combat de capturer un archi, et non plus un seul joueur, ajout du drop des trucs divins pour ceux qui participent au combat sans capturer, permettant d'acheter des boîtes à clones qui permettent d'affronter un archi aléatoire d'une étape de son choix, ou encore l'apparition des fées à tête chercheuse qui, lorsqu'elles sont utilisées, indiquent sur la minimap la position d'un archimonstre à proximité dans la zone, sous réserve qu'il y en ait un. Pour finir sur ce sujet, en plus du Dofus Ocre, il faut souligner que la quête donne aussi un paquet d'XP, à tel point qu'il était fréquent que des joueurs préparent en amont toutes les pierres d'âme avant la sortie des nouvelles classes, pour pouvoir les up rapidement le jour de leur sortie en validant toutes les étapes sauf celle du Krala d'un coup. Enfin, en mars 2022, on notera qu'une série de quêtes autour du Dofus Ocre a été implantée, permettant d'en apprendre plus à son sujet et d'obtenir un titre inédit, sachant aussi qu'en terminant la deuxième quête du succès, on débloque l'accès à une nouvelle potion qui nous téléporte devant la maison d'Otomai. L'avenir de l'île. En dehors de ces quelques nouvelles quêtes et des changements au niveau du Kralamour géant et de la quête du Dofus Ocre, l'île à proprement parler n'a jamais eu le droit à une refonte. À la manière de la montagne des Koalak, c'est l'une des rares zones à avoir été créée avant la 2.0 qui n'a pas eu le droit ni à une refonte graphique, ni à une modification en profondeur de son contenu au profit de nouvelles choses. Je suis d'ailleurs curieux de connaître votre avis à ce sujet. Est-ce une bonne chose de garder 2-3 zones telles qu'elles ont été imaginées à l'époque, bien qu'elles soient un peu vieillissantes, quitte à faire quelques ajustements si nécessaire, comme ceux dont on a parlé, ou est-ce que selon vous, cette île mérite une belle refonte? J'ai souvenir qu'Ankama ait évoqué à certaines occasions que son tour finirait par arriver, mais depuis toujours rien, et pas de nouvelles à ce sujet récemment. Il me semble que la dernière fois que ça a été évoqué, c'était il y a un an, lors de la sortie de la dimension Osavora, accompagnée de Gargandias, le premier titan du jeu. Ils avaient alors laissé entendre que certains anciens gros boss pourraient devenir à leur tour des titans, en prenant l'exemple du Kralamour géant, qui s'y prêterait bien. Il est donc tentant de penser qu'une refonte de l'île finira par arriver, qui devrait remettre un peu celle-ci sur le devant de la scène, car cette dernière a définitivement perdu de sa splendeur au fil des années.
Et pour cause, l'une de ses deux principales fonctions est totalement passée à la trappe, à savoir celle du restat. Ankama ayant donné au fil du temps des alternatives aux joueurs pour pouvoir réinitialiser leurs points de caractéristiques. Avec l'ajout d'un restat contre des doublons dans les temples de classe, cependant limité à 1 par personnage, l'ajout d'un restat illimité jusqu'au niveau 30 auprès d'un PNJ à incarnam, la distribution d'orbes reconstituantes lors des plus grosses failles et rollback, des orbes qui par la suite se sont retrouvés dans le shop en 2014, et dont une version illimitée est à son tour apparue dans le shop en 2017, avant finalement que le restat gratuit et illimité soit déployé en 2018 pour tous les joueurs abonnés, puis élargi plus tard également aux non-abonnés. Heureusement, la deuxième fonction de l'île, celle de permettre aux aventuriers d'obtenir le Dofus Socre, est elle toujours d'actualité. Et spoiler, compte tenu des puissants effets du Dofus, qui a même gagné un passif au fil du temps, et de son importance dans les stuffs, les joueurs ne sont pas prêts d'arrêter de s'y rendre. Mais c'est vrai que si tu enlèves cette quête et les quelques succès à y faire, il ne reste plus grand chose. Pour conclure cette vidéo, je dirais que oui, l'île de Tomaï est définitivement une extension mythique de Dofus. Elle a apporté plein de choses importantes pour le jeu, ainsi qu'un contenu original et inédit qui a marqué les esprits, grâce aussi à son environnement très sympa à découvrir, tant pour ses zones que pour son bestiaire épique. On a tous un ou plusieurs souvenirs forts en lien avec cette île. À ce titre, bien qu'elle mérite un petit coup de rafraîchissement, j'espère que si un jour sa refonte arrive, elle gardera une partie de son âme. Voilà pour cette vidéo, ça fait un petit moment que je vous avais raconté l'histoire d'une mage. J'en ai 2-3 autres en tête dont j'aimerais vous parler, mais n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quelle mise à jour ou extension mériterait sa propre vidéo selon vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, ciao.